J'ai eu 25 ans un mardi. Pas de fête, pas de gâteau. On a simplement frappé à la porte de la maison d'hôte vers 7 heures du matin. Ses manches étaient retroussées comme s'il s'apprêtait à faire du jardinage, mais ses yeux étaient vifs et alertes comme si quelque chose était sur le point d'être exécuté. Il m'a dit, viens dans la cuisine, il faut qu'on parle. Il faut qu'on parle. Je l'ai suivi jusqu'à la porte arrière et à l'intérieur de la maison. Cela faisait plus d'une semaine que je n'étais pas entrée dans la maison principale, pas depuis que mon frère y avait emménagé. La cuisine sentait le pain grillé et le café. Ma mère était à table, déjà habillée. Et sirotait sa tasse comme si c'était un jour comme les autres. Comme si ce n'était pas mon anniversaire. Comme si rien de ce matin n'était inhabituel. Et il n'y avait pas de ballon. Pas de cartes. Mais il y avait une valise près de la porte. Ma valise. Celle en cuir marron avec mes initiales JR gravées sur le côté. Elle n'avait pas été utilisée depuis l'université. Je l'ai regardée, puis je les ai regardées. Ma mère n'a pas souri. Tu as 25 ans maintenant, Juliana. Il est temps. J'ai attendu. Je ne sais pas ce que j'attendais. Peut-être une raison qui ait un sens. Peut-être simplement que quelqu'un me dise qu'il est désolé. Mon père s'est raclé la gorge. Nous avons décidé. Il est temps pour toi de déménager. Aujourd'hui, demandai-je. Ma voix était fluette. Presque comme celle de quelqu'un d'autre. Il a hoché la tête. L'entreprise d'Austin a besoin d'espace. Il utilisera la maison d'amis pour l'instant. Je suis restée là. Sans argumenter. Sans pleurer. Je suis restée immobile. Ma mère s'est levée, s'est approchée de la valise et l'a refermée. Tes affaires essentielles sont prêtes, a-t-elle dit. On s'est dit que ça te ferait gagner du temps. Ma gorge s'est serrée. Mais je n'ai rien dit. Ils ne m'ont pas demandé où j'irais. Ils ne m'ont pas proposé de liste d'endroits, ni même de taxi. Ils ont simplement ouvert la porte. Je suis sortie dans l'air du matin, une valise à la main et le bruit de la porte se refermant derrière moi. C'était mon anniversaire. C'était mon anniversaire. Je n'ai pas pleuré en arrivant au bout de la rue. Je ne me suis même pas arrêtée de marcher un pied devant l'autre. Comme si j'étais en pilote automatique. Comme si mon corps savait quelque chose que mon cœur n'avait pas encore compris. Il l'avait planifié. Cette valise était trop bien faite. Trop efficace. Mais la vérité. Tout n'a pas commencé ce matin-là. Ça a commencé il y a des années. Peut-être au moment où Austin est né. Il était plus jeune de 3 ans. Cheveux blonds, large sourire, énergie inépuisable. Le genre d'enfant que les gens applaudissent naturellement, même s'il n'a pas fait grand-chose. Regardez-le aller, disait-il. Quel leader! À l'âge de 10 ans, il jouait au football de voyage et faisait déjà partie d'un comité de direction à l'école. Ma mère n'a jamais manqué un match. Pas un seul. J'ai peint une fresque dans la bibliothèque de l'école quand j'avais 14 ans. Cela m'a pris 2 semaines après l'école. Tous les jours. Aucun membre de ma famille n'est venu la voir. Ils ont dit qu'ils étaient trop occupés cette semaine-là. Austin est allé à l'université à New York. Une université privée avec un programme de commerce qui coûtait plus cher par semestre que mes 4 années à Greenville Tech. Mes parents ont payé chaque centime. Je suis restée dans le coin, j'ai obtenu des bourses, j'ai été serveur le soir, j'ai conçu des sites web pour mon dortoir, juste pour me payer les livres. Lorsque j'ai obtenu mon diplôme, ils m'ont demandé si je voulais retourner vivre dans la maison d'hôte pour un loyer modeste. J'ai accepté. J'avais besoin d'espace. Je n'ai rien demandé d'autre. Austin est revenu 2 ans plus tard. Pas de travail, juste une vision. Mon père lui a donné un capital de départ. Ma mère a vidé le garage pour qu'il ait de la place pour réfléchir. Ils lui ont organisé une fête de lancement dans l'arrière-cour. Avec de la musique de traiteur et des bannières imprimées. Je l'ai aidé à concevoir son pitch deck, je ne l'ai pas facturé, mais je n'ai pas reçu de remerciements non plus. Ils ont dit à tout le monde qu'Austin allait changer le monde. Personne ne m'a jamais demandé sur quoi je travaillais. Ce n'était pas de l'amertume, pas exactement. C'était plutôt de l'invisibilité. Il y a une sorte de silence qui grandit en vous lorsque vous êtes toujours le personnage de second plan dans votre propre vie.
Lorsque vos victoires sont des notes de bas de page et que votre présence est une courtoisie. J'ai cessé d'essayer de les impressionner à l'époque où Austin a acheté une nouvelle voiture et où je me rendais encore à vélo à mes contrats d'indépendant. Un jour, j'ai entendu mon père au téléphone. Il a dit qu'Austin est celui vers lequel nous nous dirigeons. Jules est stable, comme une étagère ou une application météo. J'ai pensé qu'un jour, ce serait peut-être une bonne chose. Qu'être cohérent signifierait qu'on aurait besoin de moi. Mais à la fin, ils n'ont même pas dit merci. Ils se sont contentés d'emballer mes affaires et de laisser la place à celui qui l'avait déjà occupé en grande partie. Le pire n'a pas été d'être poussé dehors. C'est d'avoir réalisé qu'ils n'avaient jamais pensé que j'irais quelque part qui vaille la peine d'être suivi. Et je les ai crus pendant longtemps. Jusqu'à maintenant. Le motel sentait le vieux nettoyant au citron et quelque chose en dessous qui n'avait pas été lavé depuis des semaines. J'ai glissé la carte magnétique à l'intérieur. La porte s'est bloquée avant de s'ouvrir dans un souffle. Chambre 107. Pas de vue. Juste un lit jumeau, une lampe et un mur qui ronronnait à cause du distributeur automatique de l'autre côté. Ce n'est pas grave. Je ne restais pas longtemps. Je n'en avais pas les moyens. J'ai laissé tomber la valise sur le sol et me suis assise sur le bord du lit en tenant toujours la poignée. Comme si je n'étais pas sûre d'avoir le droit de la lâcher. Ils ont vraiment tout emballé. Brosse à dents, chargeur, chaussettes. Tout était soigneusement plié, comme s'ils voulaient que cela ait l'air réfléchi. Propre. J'ai ouvert la poche principale et j'ai fouillé dans les différentes couches. Ce n'est qu'en ouvrant le rabat avant que j'ai trouvé une enveloppe bien calée contre la doublure intérieure. Une enveloppe. Pas de timbre. Aucune marque, sauf mon nom. Juliana, dans l'écriture de mon grand-père. Pointu. Mesuré. Intentionnel. Je n'avais pas vu cette écriture depuis près de 10 ans. Grand-père Henri, le père de mon père, est décédé quand j'avais 15 ans. Il avait l'habitude de me laisser m'asseoir à côté de lui à son bureau de dessinateur. Il me montrait comment tenir une équerre. Il m'a dit que les bâtiments n'étaient pas faits d'acier. Ils étaient faits de clarté. Il m'a dit ceci une fois. Tracer une ligne d'esquisse nette. C'est ce que signifie ne pas perdre de temps. J'avais oublié qu'il m'avait donné quelque chose à l'enterrement. Une enveloppe scellée. Pas avant tes 25 ans, a-t-il dit. Je ne l'avais pas ouverte. Je l'avais rangée à l'intérieur de la valise, pensant qu'un jour était loin. Apparemment, c'était aujourd'hui. Je suis restée longtemps sans bouger, l'enveloppe posée sur mes genoux, un doigt appuyé sur la couture. Une partie de moi ne voulait pas l'ouvrir. Pas ici. Pas dans un motel qui sentait l'eau de javel et la perte. Mais une autre partie, celle qui venait d'être effacée sans avertissement, avait besoin de savoir si quelqu'un m'avait déjà vu clairement. J'ai glissé mon pouce sous le rabat et je l'ai ouvert. À l'intérieur de l'enveloppe, il y avait 3 objets. Le premier était une lettre. 2 pages dactylographiées mais signées au stylo. Chère Juliana, commençait la lettre. Si tu lis ceci, c'est que tu as 25 ans. Et cela signifie que les conditions que nous avons fixées sont maintenant les tiennes. Mon grand-père écrivait comme il parlait, pas de mots inutiles, pas de fioritures. Il parlait de l'entreprise familiale, Reed et Timberland. Il parlait de l'entreprise familiale, Reed and Timberland, de la façon dont il l'avait construite à partir d'une scierie et d'un seul camion. Il a vu mon père la faire grandir, mais aussi la rétrécir. Martin a de l'ambition, écrit-il. Mais pas toujours de vision. Et la vision, Juliana, c'est ce que tu as toujours eu. Il m'a dit qu'il avait vu très tôt comment j'étudiais les bâtiments, comment je remarquais les détails que d'autres ignoraient, comment j'utilisais la couleur et l'espace comme un langage. Vous n'êtes pas bruyante, vous êtes précise. C'est le genre d'esprit que les entreprises oublient de récompenser. Je ne l'ai pas fait. Le deuxième élément était un document juridique notarié. J'ai reconnu l'en-tête. Il appartenait à Harper et Lindell, le cabinet d'avocats qui s'occupait de la plupart des affaires de notre famille. Il s'agissait d'un transfert d'intérêts. 15% de Reed and Timberland Corporation. À compter de mon 25e anniversaire. Personne ne peut le révoquer, a-t-il écrit. Ils peuvent retarder. Ils peuvent ignorer. Mais la propriété est la vôtre. Et si vous choisissez, votre voix à la table est 2. J'ai eu le souffle coupé. J'ai relu. 15%.
Je n'étais même pas sûr de savoir ce que cela signifiait. Ni en dollars, ni en pouvoir juridique. Mais c'était plus que ce qu'on m'avait jamais donné. Plus qu'une permission, c'était une présence. Le troisième élément était un nom et un numéro. Ellen Whittaker, conseillère en matière de succession chez Harper et Lindell. Et en dessous, une note écrite de sa main. S'ils ne vous l'ont jamais dit, appelez-la. Cette ligne a frappé plus fort que toutes les autres. S'ils ne vous l'ont jamais dit. Ils le savaient. Et elle savait qu'ils pourraient me le cacher. Et ils l'ont fait. 10 ans. 10 années entières. J'avais travaillé tard dans la nuit pour régler des factures, réparer des logos pour des petites entreprises clientes, pendant qu'ils restaient assis le dessus. J'ai regardé le plafond de la chambre de motel. Le bourdonnement du distributeur automatique me semblait plus fort maintenant. Puis j'ai regardé le numéro. Je ne me sentais pas en colère. Pas encore. Mais quelque chose en moi a bougé, quelque chose de froid, d'aigu et de constant. Ils ont cru qu'ils m'avaient effacé. Ils ont oublié quel jour on était vraiment. Le lendemain matin, je me suis habillée avec les mêmes vêtements que la veille. Un jean ordinaire, un blazer sombre et des chaussures plates qui avaient connu des années plus fastes. J'ai soigneusement rangé les documents dans une pochette en plastique que j'avais achetée à la station-service d'en face. Elle était fine et un peu fragile. Mais elle faisait l'affaire. Puis j'ai appelé le numéro. Ellen Whittaker, conseillère en matière de succession. Son assistante a décroché à la 3e sonnerie. Madame Whittaker est en réunion. Puis-je prendre un message? J'ai donné mon nom. Il y a eu une pause. Le genre de pause qui dure plus longtemps qu'elle ne le devrait. Juliana Reed a demandé la voix à nouveau. Oui. Un moment, s'il vous plaît. Un clic. Puis un autre. Puis Hélène elle-même a pris la ligne. Madame Reed, dit-elle. Sa voix était calme, professionnelle, mais plus chaleureuse que ce à quoi je m'attendais. J'attendais cet appel. Elle m'a donné l'adresse. Harper & Lindell se trouvait dans un immeuble bas du centre-ville, niché entre un café et un service de notaire. Cela ne ressemble pas à un endroit où les gens changent de vie. Mais pour moi, c'était le cas. Elle m'a accueilli dans le hall d'entrée. La cinquantaine, un costume impeccable. Des yeux bienveillants. Nous ne nous sommes pas serré la main. Elle m'a juste fait un signe de tête et m'a dit, « Venez avec moi ». Son bureau était soigné, mais pas intimidant. Il y avait une photo d'elle et d'un Golden Retriever sur l'étagère, ce qui m'a fait l'apprécier instantanément. Je suppose que vous avez apporté ce que votre grand-père vous a laissé. Je lui ai tendu l'enveloppe. Elle l'a feuilletée rapidement, ses yeux parcourant chaque page avec la précision de quelqu'un qui a fait cela 1 millier de fois. Ce sont les originaux, a-t-elle confirmé. Bien. Elle se tourna vers son écran, tapa quelque chose, puis s'arrêta. Juliana, dit-elle en me regardant directement. Votre nom figure dans les registres depuis 10 ans, mais vos parents n'ont jamais répondu aux avis de vérification annuels. Ils ne me l'ont jamais dit, virgule. Ai-je dit? Je sais. Elle soupire. Mais vous êtes ici maintenant. Et cela signifie que nous pouvons tout finaliser. Pendant les 30 minutes qui ont suivi, elle m'a expliqué ce que signifiaient les 15%. Les dividendes. Droit de vote. Accès au dossier. C'était la réalité. Tout cela. Je n'étais pas seulement quelqu'un qu'ils avaient oublié de célébrer. J'étais quelqu'un qui avait un siège qu'ils ne pouvaient pas m'enlever. Lorsque nous avons eu terminé, j'avais une copie du certificat de propriété mis à jour, une pile de documents juridiques et un nouveau dossier. Celui-ci était relié en cuir véritable, avec le logo doré du cabinet pressé dans la couverture. Alors que je me préparais à partir, Hélène m'a dit, encore une chose. Je me suis retournée. Elle m'a tendu une carte de visite. Si quelqu'un s'interroge sur votre rôle, dites-lui de m'appeler directement. Je l'ai glissé dans ma poche. Je l'ai noué une fois et je suis sortie. Je n'ai pas appelé mes parents. Je n'ai pas envoyé de message. J'ai continué à marcher. Je ne suis pas retournée au motel. Après avoir quitté le cabinet d'avocat, j'ai marché 3 pâtés de maison jusqu'à un café avec un bon wifi et un coin tranquille à l'arrière. J'ai ouvert mon ordinateur portable et tapé 2 mots dans la barre de recherche, Studio Space. Je ne voulais pas grand-chose. Juste de la lumière.
Et une porte qui se ferme de l'intérieur. À la fin de la journée, j'avais trouvé un petit loft à l'extérieur de la ville. Il s'agissait d'une ancienne galerie d'art, avec des murs blancs, de hautes fenêtres et un puits de lumière qui laissait entrer le soleil matinal sous lequel on pouvait travailler pendant des heures. J'ai signé le bail avec l'argent de mon premier chèque de dividende. Le deuxième chèque a servi à le meubler, un bureau, un canapé, une lampe sur pied en forme de branche d'arbre. Ce n'était pas très chic. Mais c'était à moi. Pas de loyer à payer à mes parents. Pas de charge au nom de quelqu'un d'autre. J'ai emménagé un jeudi. Seul. Pas de carton, juste la même valise et le même dossier qu'Hélène m'avait donné. J'ai déballé lentement, j'ai accroché 3 de mes photos préférées au mur. Puis je me suis assise au bureau et j'ai ouvert un nouveau document. En haut, j'ai tapé « Joel Reed Studio ». C'était le nom. Pas Reed Design. Pas Juliana Créative. Juste. Le mien. A eu cours des semaines suivantes, j'ai reconstruit mon site de présentation, j'ai pris contact avec d'anciens clients, j'ai redessiné mon modèle de facture. Tout ce qui ressemblait à un patchwork a commencé à être permanent. Puis, un après-midi, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. J'ai commandé une plaque. Pas grand-chose. Juste un petit rectangle de laiton de 15 cm de large. Et la gravure était simple: Joel Reed Studio. En silence, j'ai construit. Je l'ai vissé dans le mur à côté de l'entrée, j'ai passé mon pouce dessus une fois, puis j'ai reculé et je l'ai regardé. Ce n'était pas une vengeance. Ce n'était pas une déclaration. C'était un repère. Une façon de dire que j'étais là. Je comptais, même si on ne le voyait pas. Je ne l'ai dit à personne. Je ne l'ai pas affiché. Je me suis mise au travail. Avec le temps, les clients sont arrivés. D'abord des petites entreprises. Puis un groupe de santé. Puis une start-up de Chicago qui m'avait dépassé il y a 1 an et qui souhaitait une refonte complète de son image de marque. J'ai demandé le double. Ils ont payé sans hésiter. Le soir, je m'asseyais près de la fenêtre avec du thé et du silence. Pas de voix derrière les murs. Pas de pas dans les escaliers. Pas de rappel de ce que je n'étais pas. Juste de la lumière. Et de l'espace. Et mon nom gravé dans le métal, là où personne ne pourrait l'effacer. L'appel est arrivé juste après 21h. Je n'ai pas reconnu le numéro, mais j'ai quand même répondu. C'est une vieille habitude. Juliana. C'était Austin. Sa voix était différente. Pas suffisante. Pas forte. Fine. C'est moi, ai-je dit sans embâche. Une pause. Alors je ne savais pas si tu répondrais. Une autre pause. Il a pris sa respiration. J'ai besoin d'aide. Je n'ai rien dit. L'application a planté. Pas seulement le code, tout. Nous avons perdu nos investisseurs. La banque a gelé notre compte. Ces mots s'entrechoquaient. À toute vitesse et sans direction. J'ai besoin de quelqu'un qui comprenne ce qui se passe. Quelqu'un qui puisse nous aider à redresser la situation. Je n'ai toujours rien dit. Il a continué. Papa est en train de paniquer. Ils ont utilisé une partie de l'entreprise familiale comme garantie sans en parler au conseil d'administration. Si ça devient public, ce sera mauvais. Pour tout le monde. Pour tout le monde. Il parlait d'eux. Il n'a pas demandé où j'étais allée après qu'ils aient fait ma valise. Il n'a pas demandé comment j'allais. Juste. J'ai besoin. Je ne sais pas qui d'autre appeler, a-t-il dit. Maman pensait que peut-être il s'est interrompu. L'attente. Je me tenais près de la fenêtre de mon studio, regardant la rue tranquille. La lumière du lampadaire se déversait comme du miel sur mon sol. Pendant un instant, j'ai presque oublié à qui je parlais. Puis je me suis souvenu. Ils ne m'ont pas appelé quand j'ai eu 25 ans. Ils ne m'ont pas appelé quand je suis partie. Ils m'ont appelé maintenant. Parce qu'il avait échoué. Et pas moi. L'appel suivant est arrivé le soir suivant. Cette fois, j'ai reconnu le numéro. La ligne de la maison. Celui sur lequel il n'appelait jamais, sauf en cas de problème grave. J'ai laissé sonner. 5 fois. Puis 6.
Puis j'ai décroché. Juliana. La voix de ma mère. Plus calme que d'habitude. Mince, mais essayant toujours de donner l'impression d'une autorité enveloppée d'inquiétude. J'ai entendu dire que tu avais parlé à Austin. J'ai écouté. J'ai répondu. Un temps. Nous traversons une période difficile en ce moment, a-t-elle dit. Mais cela ne l'affecte pas seulement lui. Cela nous affecte tous. Nous tous. Il disait toujours nous, comme si je n'étais jamais parti. Comme s'il ne m'avait pas poussé dehors avec mon nom sur une valise. Elle a continué à parler. La société est en danger. Ton père essaie de limiter les dégâts. Mais nous avons besoin de soutien. Juridique. Financier. Quelqu'un que le conseil d'administration écoutera. Puis vint la vraie question. Nous sommes au courant des actions, dit-elle. Nous savons ce que votre grand-père vous a laissé. Enfin, il savait que je savais. Nous espérions, dit-elle, que vous interviendriez, que vous aideriez à préserver ce qu'il a construit. J'ai attendu. Puis j'ai demandé, est-ce la même entreprise dont vous m'avez dit que je ne ferais jamais partie? Juliana. Ne rendez pas les choses plus difficiles qu'elles ne le sont. Ce n'est pas le cas, ai-je dit. Je me souviens juste clairement. Mon père a pris le téléphone à ce moment-là. Sa voix était ferme. Pratiquée. La voix d'un homme habitué à être obéi. Ta mère et moi avons fait des erreurs, a-t-il dit. Mais ce n'est pas le moment d'être rancunier. Nous demandons de l'aide. J'ai regardé la plaque sur mon mur. Studio Jules Reed. Dans le calme, j'ai construit. Je ne suis pas en colère, lui ai-je dit. Alors, tu vas nous aider. Non, j'ai dit doucement. Je me souviens juste de ce que tu as dit. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai laissé les mots reposer avant de répondre. Tu m'as dit que je n'étais pas de la famille. Et je t'ai cru. Puis j'ai raccroché. Ce soir-là, je suis entrée seule dans mon studio. La lumière était douce. L'air sentait le papier et le pain. Ma bougie préférée brûlait près de la fenêtre. J'ai pris une photo de la plaque à côté de la porte. Studio Jules Reed. Dans le silence, j'ai construit. Dans le silence, j'ai été vue. Je l'ai jointe à un texte. Pas de message. Pas d'explication. Juste l'image. Et je l'ai envoyée. Au numéro de mon père. Celui-là même qui m'a appelé un jour pour me dire « Tu es tout seul ». Je n'ai jamais eu de réponse. Je n'en avais pas besoin. Certaines portes n'ont pas besoin d'être claquées. Elles se ferment d'elles-mêmes. Tranquillement. Enfin.